Bonjour à tous, on se retrouve après un week-end, premier week-end de Free Agency, un week-end très chargé pour la presse basket, qu'elle soit américaine, française, brésilienne, tout ce que vous voulez. Il y avait beaucoup de transferts, beaucoup de signatures. Shai, on a suivi ça évidemment. D'ailleurs, je vous invite à retrouver toutes les signatures, mais vraiment toutes les signatures sur basketsession.com. On va évidemment pas toutes les aborder dans ce CQFR du week-end. On va rester un peu sur les plus marquantes ou celles qui ont retenu notre attention. Mais si vous voulez vraiment avoir un détail de tous les moves, tous les transferts, même ce que ça donne niveau effectif pour chaque franchise, allez voir sur Basket Session. Il y a une news qui récap toutes les moves, toutes les signatures. Il y en a une autre qui est le grand guide de la Free Agency avec tous les effectifs. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Nous, Shai, on va essayer de décrypter celle qui nous intéresse. Peut-être te poser une question, allez, comme ça, en freestyle, si je te donne un move gagnant ou une signature, allez, quelle équipe ou quel joueur, qu'est-ce qui pourrait être un move gagnant de ce premier week-end de Free Agency selon toi? Il y a eu tellement de choses. Enfin, tu sais, il s'est passé un week-end, tu as l'impression qu'il y a eu 800 signatures, 500 milliards de dollars dépensés. C'est à tête ça, ils ont atteint le milliard au bout d'une heure. Au bout d'une heure, il y a déjà le milliard en contrat. Mais bon, voilà, il y a des équipes qui ont été plus actives que d'autres. Ce qui m'a surpris, c'est vraiment que les favoris soient aussi vite en action, mais je pense que ça montre un degré de préparation qui est intéressant. Mais on va dire que j'ai été surtout surpris de la façon dont les Lakers et les Suns, je pense, se sont très bien renforcés, alors que on a parlé des doutes qu'on avait même pour les deux équipes, pour les Suns, parce que qu'est-ce que tu fais comme équipe autour des trois stars? Comment tu te renforces avec peu d'argent, peu de marge de manœuvre, et les Lakers avec les problématiques aussi salariales, je trouve que les deux équipes se sont incroyablement bien renforcées avec des deals parfois super surprenants, je trouve. Je pense aux Lakers, Austin Reeves, tu sais, on disait il y a bien une équipe ou deux qui vont venir troller les Lakers pour les faire cracher un peu, pour les faire monter proche des 100 millions. Au final, prolongation 56 millions sur 4 ans pour un joueur qui était le deuxième ou troisième meilleur joueur de l'équipe la plupart du temps pendant les playoffs. Toutes les petites signatures qu'ils ont faites, Gabe Vincent, c'est super pour les Lakers toujours. Ils font revenir du Hachimura. C'est très très bien, quoi. Et pour les Suns, et D'Angelo Russell, voilà, on en pense qu'on en veut, mais je veux dire, c'est pas la star de ton équipe, mais dans la rotation, ça reste quand même bien. Tu parlais de Taurean Prince, je trouve aussi que c'est une recrue intéressante. Cam Reddish à la relance, peut-être, pour compléter l'effectif. Jackson Hayes aussi comme grand en deuxième ou troisième grand, c'est pas vilain. Dans l'optique de renforcer l'effectif, je trouve que les Lakers ont plutôt bien bossé, et les Suns, je pensais vraiment pas qu'ils seraient aussi actifs tout de suite. Ils ont, entre les re-signatures, Okogie, Damian Lee, et puis tous les gars qu'ils ont fait venir, on sent que c'était préparé parce que ça s'est vraiment enchaîné. Tu vois, Watanabe, Bates Diop, plus la nuit dernière, Eric Gordon, c'est super pour l'expérience et le shoot, tout ça, c'est excellent. Même des noms qui parlent pas comme ça, Drew Eubanks, les gens ne regardent pas forcément les saisons des équipes médiocres, mais je trouve que non, mais c'est vrai. Tu insinues que les Blazers étaient médiocres? Au hasard. Mais je pense qu'au bout d'un moment, les gens se sont arrêtés de regarder les Blazers. C'est pas pour. Je pense qu'à partir du moment où Lillard est parti en vacances, les gens ont arrêté de regarder. Mais voilà, ces deux équipes-là, je trouve, se sont très très bien renforcées. Alors c'est pas des grands noms. Tu me disais, qu'est-ce qui t'a. Il y a aucun move qui m'a estomaqué du genre ce joueur-là qui a choisi cette équipe plutôt qu'une autre. Parce que même Van Vliet, dont on va peut-être parler, parce que on l'avait classé dans les free agents dans les plus gros free agents qui étaient sur le marché. On savait qu'il allait à Houston, on savait qu'il allait prendre un chèque énorme parce que c'est ce qui était à apporter pour lui. Donc voilà, moi, si je dois retenir un truc, ce qui m'a marqué, c'est les Suns et les Lakers qui se sont très très bien renforcés dans la course au titre directement. Moi, je te rejoins, je pense que c'est les deux grands gagnants. C'est les deux équipes grandes gagnantes de ce premier week-end de Free Agency. Je vais faire un petit. Alors, tu l'as fait, je refais quand même un petit récap. Gabe Vincent, il a signé pour 33 millions sur 3 ans aux Lakers. Là, pour le coup, je trouve qu'ils ont vraiment un meneur arrière fiable, solide, dur. C'est même pas que ce qu'il apporte sur le terrain, mais c'est qui fit bien avec LeBron. Voilà, c'est ça, c'est important. Fit très bien même avec LeBron, quoi. C'est vraiment typiquement le genre de joueur qui brille aux côtés de LeBron. Et au-delà de ses atouts, c'est vraiment de sa technique, tu vois, son tir ou tout ça, même son attitude, sa dureté, je pense ça va faire du bien aux Lakers. C'est vraiment le genre de mec sur qui tu vas pouvoir compter en fin de match quand tu as besoin de créer un 5. Voilà, tu sais qu'il y aura LeBron, AD, Reeves et il y aura Gabe Vincent, tu vois.
Ce gars-là, tu sais que tu pourras le mettre dans n'importe quelle combinaison. Rui Hachimura qui est prolongé lui aussi pour un montant plutôt abordable, 51 millions sur 3 ans. Bah, il a été excellent en playoff. C'est ironique qu'il touche plus au final à l'année que Austin Reeves. Pour Austin Reeves, je suis obligé de revenir dessus. C'est vrai que c'est dingue en fait. Lui, soit faut qu'il vire son agent, soit faut que les Lakers, il leur a vraiment fait une fleur. Alors il n'avait pas signé d'offre. C'est la différence avec plein de restricted free agents, c'est que souvent des fois ils signent une offre et elle est matchée. Et voilà, ça leur permet pour eux d'avoir le meilleur contrat possible. Là pour le coup, lui, il n'a pas signé d'offre. Il n'a pas joué la montre. Et au bout de 2 jours, il a signé avec les Lakers pour 56 millions. C'est le max que ce que les Lakers pouvaient lui offrir, mais il pouvait toucher jusqu'à 98 millions sur 4 ans. On s'était dit que les Rockets ou les Spurs, elles faisaient partie de 2 gros candidats. Je pense que les Rockets, ils n'ont pas offert parce que quand tu proposes un free agent qui est protégé, quand tu lui fais une offre, l'équipe qui possède ce joueur a 3 jours pour matcher. Et pendant ces 3 jours, tu peux moins recruter parce que c'est comme si ce joueur était déjà dans ta masse salariale, en tout cas temporairement. Et du coup, le problème, c'est que pour Houston, qui avait l'intention de signer Fred VanVleet, qui avait l'intention de signer d'autres joueurs. La carte bleue, elle a chauffé chez les Rockets. Voilà, exactement. Ça, ils ont signé Dylan Brooks, Jock Landale, il y a plusieurs joueurs qui sont arrivés. Donc, bon, ça les aurait bloqués. Donc, bon, à la limite, je comprends que les Rockets n'aient pas fait cette offre. Par contre, je suis étonné que les Spurs n'aient pas tenté. Alors, peut-être qu'ils sont en dark horse pour Damian Lillard. On n'a même pas ouvert sur Damian Lillard, je viens de me rendre compte. Ouais. Mais bref, tout ça pour dire que c'est une très belle affaire de la part des Lakers. Ça, c'est clair. C'est incroyable d'avoir pu garder Reeves à ce prix-là. Et au final, les Lakers sont une meilleure équipe qu'en finale de conférence. Leur équipe aujourd'hui me semble mieux armée sur le papier que celle qui a perdu et qui est pourtant allée jusqu'en finale de conférence à l'Ouest. Pour finir sur eux, peut-être, j'ai été très critique de Pelinka depuis son arrivée, surtout avec le move Westbrook, qui a été un peu désastreux sur ce qu'ils ont lâché et tout. Mais entre la manière dont ils ont rebondi à mi-saison l'année dernière pour récupérer des joueurs et solder un peu tout ce qui avait été fait avant, et là on les a pas vus en action, mais l'effectif, déjà, sur la ligne de départ, je me dis les Lakers, ils sont pas mal armés, surtout que c'est pas terminé, ils vont peut-être encore faire des trucs, mais je me dis c'est solide et j'ai un peu plus confiance en eux. Donc Pelinka fait vraiment du bon job. Peut-être qu'il se fait un peu moins dicter la ligne à suivre par la team clutch, voilà. Mais en tout cas, c'est vachement bien joué de ces deux-là. Et pour les Spurs, je pensais aussi qu'ils allaient plus être actifs. Tu parlais des Spurs, parce Damien Lillard a demandé son trade. On sait qu'il a dit qu'il respectait beaucoup l'organisation des Spurs. Traduction, ça me dérange pas de jouer là-bas si on veut pas m'envoyer à Miami. Je pensais que les Spurs, avec les sous qu'ils ont, cette marge de manœuvre, je pensais les voir actifs. Et pour l'instant, c'est un peu discret. Moi, je crois que dans le podcast, j'avais dit que pour moi, ils n'allaient pas signer des c'est exactement ce que tu avais dit. Moi, j'essayais de leur dire pourquoi ils ne signeraient pas VanVleet, pourquoi ils signeraient. Non, ils ont pris mais par contre, il y a un truc qu'ils peuvent faire. Alors, pareil, je pense que ce ne serait pas forcément le move le plus judicieux, mais ils peuvent méga accélérer leur timeline en faisant Lillard et une autre star derrière. Donc on va parler de Lillard, on est obligé. Mais au final, ça montre que ça ne nous surprend pas. Mais Damian Lillard a quand même demandé son trade pendant le week-end. Je pense que c'est la plus grosse info du week-end. Et effectivement, on n'a pas commencé par ça. Vous n'êtes sans doute pas passé à côté. Mais effectivement, Damian Lillard a demandé à quitter Portland. Au final, il a attendu 2 jours de free agency. On se demandait combien de temps ça allait durer. Au bout de 2 jours, il a vu que Draymond Green était resté aux Warriors pour 100 millions sur 4 ans. Il a vu que du côté de Portland, il n'allait pas avoir de grosses recrues. Il a dit, allez, c'est bon, j'arrête les frais, il demande son transfert. Toujours cette idée de rupture sur laquelle personne ne veut faire le premier pas. Je pense que là, les Blazers, ils ont mis le paquet. Ils se sont dit, bon, entre la draft d'un meneur qui est justifié, Scott Henderson, je pense que tu es en 3e, il est dispo, tu dois le prendre. Et puis le premier move, c'était Jeremy Grant, 160 millions de dollars, c'est ça, 160 ? Ouais. Bon, alors, attention, Jeremy Grant, c'est un des joueurs peu connus que j'adore dans la ligue. Je l'adore depuis Syracuse. C'est un mec que je trouve très, très sous-coté. Bon, là, avec son contrat, il va plus pouvoir être sous-coté. Ça va être compliqué. Mais en soi, moi, c'est un joueur que j'adore et je n'ai pas été aussi estomaqué que d'autres par le montant parce que c'est un type qui est fort offensivement, fort défensivement. Mais du point de vue de Lillard, là, ils lui ont dit voilà ce qu'on te propose pour te renforcer. Et là, il a dit, bon, les gars, ok, je veux bien, c'est moi qui vais faire le premier pas, c'est moi qui vais envoyer le texto, je pense qu'on devrait se séparer. Je pense Après, par contre,
c'est à se demander s'il n'a pas exprès d'attendre la re-signature de Jeremy Grant pour demander son trade pour que Jeremy Grant puisse avoir son contrat max. C'est Ah, aussi peut-être. une possibilité. C'est vrai que De j'avais pas se vu le dire, truc comme ça. il Ouais, est très pote avec Jeremy Grant ouais. et voilà, de dire, bah voilà, tiens mon gars, c'est bon, t'as pris ta thune, maintenant je peux faire mon move. T'as peut-être raison. Ça peut être ça comme ça. Après, honnêtement, le contrat de Jeremy Grant, une 30aine de millions l'année pour un joueur comme lui, sachant que le cap va augmenter, je pense que c'est pas si mal en fait. C'est un contrat, voilà, pour les Blazers qu'ils arriveront de toute façon à refourguer à un moment. Je pense quand tu es en dessous des 35 millions, tu sais, ça paraît fou de dire ça, mais ça, en fait, tu peux encore rééchanger. Il y a des équipes qui seront prêtes à, comme j'ai dit encore une fois, la hausse du cap fait que de toute façon le salaire moyen augmente et tu arrives plus facilement à, tu vois, Grant, ils pourront l'échanger contre 2 joueurs ou des choses comme ça, le moment où ils ont. Peut-être même en cours de saison, hein, peut-être qu'en février, Jeremy Grant, il sera transféré. Bah ouais, C'est une option à c'est garder. un ailier pas encore trentenaire qui met 20 points par match et qui défend super bon en défense sur son poste. Enfin, franchement, c'est pas scandaleux. Enfin, c'est beaucoup d'argent. C'est juste que c'est des montants avec lesquels on n'est peut-être pas encore à l'aise, tu vois, mais je n'ai pas trouvé ça scandaleux. C'est juste que forcément, du point de vue de Lillard, à moins que ce soit la version que tu as évoquée, où il voulait mettre bien son pote, mais je peux comprendre que c'est pas non plus le signe de on est ultra ambitieux, on va remonter tout de suite, on va être des contenders grâce à cette prolongation, quoi. Mais je pense que Lillard, il voulait Grant. Je pense que même il aurait voulu garder Grant, mais avec un autre joueur en fait. Que Ouais, ce soit certainement. Grant et il a vu dès le début du marché que ça allait pas être le cas. Je pense que de toute façon, il le savait déjà. Je pense ça fait un moment. En fait, à partir du moment, je me souviens quand on avait commencé à réfléchir à quelle star pourrait venir à Portland, on était déjà plus ou moins arrivé au constat de non, mais en fait, c'est pas C'est possible. pas possible. Et donc, du coup, la seule issue qui est quasiment inévitable, c'est Damian Lillard qui part. Donc là, à partir de là, je pense que les Clippers sont une équipe à surveiller. D'ailleurs, c'est pas une source. Hein. Il n'y a pas d'inside. mais mon gut me dit que les Clippers peuvent récupérer Jeremy Grant en février en l'échange de Terrence Mann ou un mec comme ça. Un jeune, tu vois, Terrence Mann et un autre gars, surtout si les Clippers n'arrivent pas à faire Lillard, parce qu'on peut parler des équipes intéressées par Lillard. On sait qu'il y a le Heat, il y a les Nets, il y a les Spurs en Dark Horse, il y a lui, il veut Miami Miami assez clairement. Hein, mais si Miami, c'est l'offre la moins. Alors, ça peut se faire avec dans un trade à 3 équipes. Hein, c'est ce qui se dit un peu parce qu'en 1-1, c'est compliqué quand même. Enfin, la contrepartie, la fanbase des Blazers en récupérant Tyler Hero et même beaucoup de pics et des choses. Enfin, sachant qu'ils n'ont pas beaucoup de pics, le Heat. Sachant qu'ils n'ont pas beaucoup de pics. Donc, ce serait vraiment faire une fleur à Lillard. Et là, jusque-là, depuis sa demande de trade, c'était plutôt on va travailler en bonne intelligence pour le satisfaire et machin. Cette nuit, c'était les Blazers n'arrangeront aucunement Damian Lillard parce que peut-être qu'ils ont commencé à recevoir des offres d'autres équipes qui étaient intéressantes. On parlait des Spurs qui sont peut-être sur le coup. Brooklyn peut faire une super offre et tout de suite le recruter aussi, je pense. Et tu parlais des Clippers aussi, c'est ça? Les Clippers sont intéressés, mais les Clippers n'ont rien à offrir. Ils n'ont pas de tour de draft. Ce qui est intéressant pour les Spurs, en fait, c'est ce que je parlais de méga accéléré, c'est qu'ils peuvent faire Lillard. Et en fait, ils ont suffisamment d'assets et de jeunes pour tenter directement un Siakam ou quelque chose comme ça, tu vois. Parce que je ne sais pas si tu comprends la direction prise par Toronto, mais pour moi, ça n'a aucun sens. Les mecs n'ont pas voulu transférer leur star, tout ça pour derrière perdre Van Fleet et re-signer Poeltl pour 80 millions et avoir une équipe qui est déterminée à jouer la 9e place. On dirait que Chicago et Toronto vont fusionner bientôt. Ouais, bah c'est bien s'ils faisaient une équipe à eux deux. Ouais, là ça jouerait les playoffs, quoi. Ils sont condamnés à s'éliminer l'un et l'autre au play-in année après année. Ça devient un peu récurrent de perdre les joueurs majeurs à Toronto en fin de contrat sans contrepartie, sans qu'il y ait de trade. Donc il faudra voir aussi ce qui se passera avec Anunoby, tout ça. Mais ouais, ça fait partie des équipes, je comprends pas trop la direction. Après, il est un peu tôt et Masai Ujiri, il est capable de bien des choses, mais ça fait partie des équipes un peu mystiques. On parlait des Rockets aussi, on sait pas trop ce qu'ils veulent faire entre les énormes contrats donnés à des joueurs. Van Vliet, c'est un très solide joueur, hein, mais tous les autres, tout l'argent un peu dispersé par-ci par-là, ça veut dire quoi alors qu'il y a énormément de jeunes? Tu fais quoi? Tu joues tout de suite les playoffs? Enfin, c'est très bizarre. Bon, on peut parler un peu des Rockets. Donc, ils ont récupéré Dillon Brooks pour un montant que j'ai oublié, je crois que c'est 80 millions. 80 millions sur 4 ans pour Dillon Brooks. Donc, il a touché ses 20 millions à l'année qu'il voulait. Jock Landale, 32 millions sur 4 ans. C'est beaucoup, mais il n'y a que la première année qui est garantie. Ouais, donc, en gros, c'est la carotte pour le faire venir et essaye de... Voilà, joue bien et tu gagneras ton contrat. Fred Van Fleet, qui lui prend une somme astronomique, c'est 130 millions sur 3 ans.
C'est ça, Ouais, hein. c'est Si je ça, il me dis pas de semble. bêtises, 130 millions sur 3 ans, donc 43 millions Ouais, l'année c'est pour ça. Fred VanVleet. Mais que sur 3 ans. Donc lui-même, quand même, s'est dit bon, je peux me sortir de ce bourbier pas trop tard si jamais. Mm. Et lui, du coup, on a une équipe qui a gagné 17, 20 et 22 matchs lors des 3 dernières saisons, qui n'a pas donné l'impression de progresser, qui a plein de jeunes intéressants, mais ensemble, ça fait une espèce de bouillie qui n'avait Ouais. pas trop de sens, pas trop d'organisation, qui fait venir des vétérans. Donc, dans l'idée de progresser, mais du coup, il y a une espèce de double timeline. Je me demande même si. Je dis pas qu'il y aura des rivalités au sein de l'équipe, c'est parce que je suis en train de dire je connais pas assez la personnalité des mecs, mais ça va faire bizarre. Van Fleet avec Jalen Green, qu'est-ce qu'il arrive de Kevin Porter Kevin Jr. Porter. Amen Thompson, il se retrouve bon. C'est Amen Thompson. C'est Oui, Amen qui est là-bas, ouais. Ouais. Amen Thompson, il aura tout de suite Dylan Brooks autour de lui. Est-ce que c'est le meilleur mentor? Il y a deux scénarios en fait. C'est soit J'ai du mal à comprendre soit l'ensemble. c'est super bien vu et ils se disent avec Ime Udoka, tout le monde va marcher en rang. Les jeunes joueurs qui étaient un peu freestyle, type Jalen Green, Kevin Porter, vont. Bon, Jabari Smith, il a eu un peu de mal, mais je l'ai trouvé plutôt correct sur la deuxième partie de saison. Mais ou soit c'est donc ces joueurs-là, ils vont prendre ils vont prendre un peu d'expérience et puis le fait qu'il y ait des vétérans, Van Vliet c'est solide, Dylan Brooks, bon, il a son caractère, mais je pense que c'est très sérieux aussi. Ils ont pris un Jeff Green aussi, tu vois, Jeff Green, qui vient de gagner le titre. Ça peut très bien fonctionner d'un coup et l'équipe et les jeunes joueurs avec ce talent-là deviennent tout de suite bons et autour c'est les vétérans. Il y a Şengün aussi hein, quand même. Moi j'adore. Ouais, c'est ça. Bon, On dirait qu'il y a c'est deux un équipes, mix une équipe de très. vétérans et une équipe de jeunes en fait. J'aurais été immédiatement pessimiste si ça n'avait pas été Udoka, mais je pense qu'Udoka est un très bon coach et que ça peut, indépendamment de l'histoire qu'il y a eu à Boston, et que j'envisage un scénario où ça peut marcher. Après, il y a aussi le scénario où c'est la cata totale et où Van Vliet, au bout de 3 mois, il se dit qu'est-ce que je suis venu foutre là, et où tous les autres vétérans, Brooks et Jeff Green et tout, se disent la même chose. Parce que c'est des joueurs qui n'avaient pas eu vraiment de cadre avant, Green et Porter et tout, qui faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Et, effectivement, il y a ce changement de cadre et de hiérarchie qui va être intéressant à observer. Mais ouais, pour moi, il y a deux scénarios. Je ne sais pas lequel sera en vigueur, mais. Je pense qu'il y a au moins 2 des joueurs signés par Houston qui va changer d'équipe en cours de saison. Ah, tu parles dans les Van Vliet et tout, là? Peut-être pas Van Vliet, parce que c'est trop lourd comme contrat, mais Jeff Green, je ne le vois pas finir la saison à Houston. Au bout de 5 mois, il aura envie de redevenir compétitif. J'ai du mal à comprendre. Moi, je ne comprends pas la direction. J'ai l'impression qu'ils ont construit une équipe qui, effectivement, va moins perdre, mais qui ne va pas gagner non plus, en fait. Encore moins dans cette conférence Ouest. Donc, c'est vraiment, j'ai du mal à piger la direction, mais bon. Au moins, il y a un semblant de compétitivité et il y a effectivement, comme tu l'as dit, ça ajoute des vétérans, des mecs qui peuvent servir de modèle un peu à Jalen Green et tout, mais Amen Thompson. Mais j'ai du mal à comprendre. C'est-à-dire, en fait, même là, sur les ailes, il y aura un des deux qui sera remplaçant entre Amen Thompson et Dylan Brooks. Donc, soit tu mets sur le banc le mec que tu viens de drafter en 4, soit tu mets sur le banc un mec que tu viens de prendre pour 20 millions, quoi. Avec Udoka en coach, pour moi, c'est sûr que Dylan Brooks va jouer et que Thompson va sortir du banc. Sauf s'ils sont dans une optique de semi-tanking, mais je vois pas Udoka accepter un projet où il. Enfin, je sais pas. On n'est pas dans les trucs, mais vu la nature du coach, je pense qu'il va quand même essayer de mettre la meilleure équipe possible à chaque fois. T'as raison. L'ironie, c'est que j'ai l'impression que c'est quand même trop faible pour jouer les playoffs, mais bon, on verra. L'intersaison n'est pas terminée. J'avoue que moi, perso, c'est le move qui m'a le plus surpris. Je sais pas s'il y a d'autres choses qui t'ont surpris ou qui t'ont. Si, mais je sais que dans les commentaires, on dit souvent qu'on s'acharne sur Kyrie Irving, par exemple. Je sais que c'est revenu récemment parce qu'on en parle souvent. J'ai été surpris quand même. Je veux pas que vous croyiez qu'on est tout le temps négatif avec Kyrie. Hein. Je répète que c'est un joueur qu'à la base j'aime beaucoup, même une personne qu'à la base j'aime beaucoup, mais que c'est devenu incontrôlable et c'est devenu un joueur pas fiable. Il a signé. Dallas lui a donné 3 ans de contrat. 3 ans de Kyrie. Il a 3 ans pour faire pour sortir des rails, quoi. Je le vois peut-être comme ça. Je trouve que. Tu veux dire c'est trop? C'est trop. Moi, je trouve que c'est déjà prêt. Moi, je trouve que c'est une bonne. Enfin, c'est bien qu'ils aient réussi à. Non, c'est-à-dire que. Bon, lui, c'est parfait. le garder, c'est autre chose. Génial. Hein. Lui, c'est génial pour lui. Mais je pense que il y avait un scénario pire en fait, où il prenait 4 ou 5 ans, tu vois, de contrat max. Ouais, mais en plus, il se battait contre personne a priori. Là, il y a personne qui. C'est ça. En fait, j'étais surpris que ça se fasse aussi vite, même si on sait qu'il voulait le re-signer. Lui, il disait que sa priorité c'était Dallas. Je comprends.
Mais voilà, tu t'engages sur 3 ans avec un joueur qui n'a pas été fiable depuis quoi, 6 ans, 5-6 ans. Ouais, Euh, depuis son départ de Cleveland, en fait. Depuis Effectivement, 7 ans. ça semblait peut-être inévitable, mais aussitôt et sans. Je sais pas. Après, c'est parce que je pars du principe qu'il n'est pas adapté à cette équipe et qu'à moins de construire un truc vraiment différent autour, ça fonctionnera pas. Enfin, pas autant qu'ils l'espèrent. Mais 3 ans pour autant, alors que j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui s'est mis dans la balance en face pour essayer de la tirer, je trouve que c'est beaucoup, quoi. Je me dis, 3 ans de Kyrie, c'est pas simple. Et puis après, pour le retrader, imagine si ça se repasse mal. Quelle que soit la raison, ça peut juste être un mal-être ou alors il est pas, le fit n'est pas fou. Je parle même pas de trucs aussi dingues que ce qui s'est passé les dernières années. Hein. Je parle juste d'un fit discutable et que lui il se sente pas bien là-bas. C'est très possible, ça peut arriver. 3 ans et comment tu le retrades après? Tu peux pas. Après, c'est terminé pour moi. Parce que pour le coup, il prend quasiment le max. Il prend un poil moins que le max, je crois. Mais bon, il est à 120 millions sur 3 ans, quelque chose comme ça. J'ai beaucoup de doutes. Mais ils sont toujours pas renforcés. moi, j'aime bien ce qu'ils ont fait autour. Ils ont pris Dante Exum, Seth Curry. Je trouve que c'est des bons. En fait, c'est des moves qui vont dans le sens de l'équipe qui est en place. Je trouve que l'équipe qui est mise en place, elle est cohérente. Il y avait Richaun Holmes le soir de la draft, ça devient donc leur pivot, rim runner qui va poser des écrans, protéger le cercle, qui va combiner avec Doncic, qui va bien marcher avec Kyrie aussi. Seth Curry, shooter parfait pour sortir du banc et pour jouer avec l'un des deux. De préférence avec Doncic, j'ai l'impression qu'avec Kyrie, ça fera trop petit. Mais voilà, tu joues à Doncic, Curry, c'est intéressant d'avoir un shooter comme ça. Et Dante Exum, je pense que c'est potentiellement une bonne pioche. Le mec qui a été bon en Euroleague, qui s'est relancé, qui a le profil capable de bien défendre, à la fois de porter la balle, couper. Moi, j'aime leur recrutement, je le trouve intéressant. Il manque toujours. Bon, et tout, ils ont signé Dwight Powell aussi. Ouais. Pour 3 ans et pour un contrat plus qu'honnête, 12 millions. Mais il manque toujours. Tu sais, je me suis pas remis, entre guillemets, je suis pas fan des Mavs, mais je trouve que ce qui les a vraiment plombés, c'est que Dorian Finney-Smith soit parti parce qu'ils ont plus le mec qui va défendre sur la star adverse. Je vois toujours pas qui va défendre sur le gros score adverse. Junior. Ouais, c'est pas. J'ai rien contre lui. Ça peut être un bon joueur, mais c'est pas suffisant, quoi. Quand je regarde leur effectif, ouais. Je vois beaucoup de talent offensif. Je vois Doncic, je vois Kyrie. Il y a un peu de shooter, Hardaway, les jeunes de l'année dernière, Josh Green, Jaden Hardy, c'est bien. Hein. Cette Curry, c'est un Josh Green aussi, peut-être. Ouais, peut-être Josh Green. Faut voir la progression. Il faut voir si Maxi Kleber est moins blessé, ce que donne le rookie Lively. Mais je sais pas. Je suis peut-être excessivement pessimiste et ils vont très bien marcher et je leur souhaite, mais je suis pas encore convaincu par leur free agency. Moi, je pense qu'ils ne seront pas mauvais. Après, oui, je vois ce que tu dis dire. Il n'y a pas le move. En fait, de toute façon, à partir du moment où ils ont fait ce trade pour Kyrie, le move de la free agency, c'était garder Kyrie. En fait, ils étaient condamnés. Il y avait le monde bien, ça aurait été éventuellement de laisser partir Kyrie pour prendre Van Vliet. Mais même ce débat-là, pour moi, il se discute parce que, en vérité, je comprends. Nous, voilà, on a nos réserves sur Kyrie Irving pour son attitude. Mais je peux tout à fait comprendre tous ceux qui vont dire bah non, je préfère avoir Kyrie Van Vliet parce qu'il y a quand même plus de talent en fait. Et bon, je fais pas partie. Voilà, je serais pas. S'il y avait un débat, je serais plus sur prendre Van Vliet, mais je comprends tous ceux qui miseraient sur Kyrie Irving. Je peux comprendre. Et si ça fit bien, si ça enfin sur le terrain ça marchait quand même plutôt bien, je pense que leur équipe sera pas mauvaise. Après. Ça marchait bien parce que les deux scoraient beaucoup et tout, mais je veux dire, ils ont perdu un nombre incalculable de matchs. Je comprends l'argument talent, mais l'équipe, ok, il y a eu des renforts, mais c'est toujours le même coach. C'est autre chose. Ouais. Et encore une fois, c'est pas de l'acharnement contre Jason Kidd, qui dans des situations a été un très bon coach. Déjà à Dallas, il y a 2 ans, c'était très vachement bien. Et voilà, je vais pas répéter à quel point c'était un joueur que j'adulais, mais je vois pas. En fait, ça va être un semblant de même recette avec des petits ajustements. Et c'était pas une recette qui marchait correctement et que tu vas pouvoir améliorer. C'est une recette qui marchait pas du tout. Oui, c'est vrai qu'ils avaient perdu beaucoup de matchs. Kyrie avait bien joué en fait.
C'est plutôt comme ça qu'il Ouais, mais fallait le tourner. individuellement, je veux dire, individuellement, il est kiffant. Tu vois, Ouais. on va regarder les moves, c'est super, c'est génial, il va être sympa. C'est toi qui disais je vais voir pendant 3 semaines, ils vont être sympas l'un envers l'autre. Ah non, t'inquiète, c'est de ma faute, c'est pas de la tienne, tout va bien. Puis au bout Ouais, d'un moment, après, il tu y aura voyais que les... Luka, il était saoulé, mais c'est pas que de la faute de Kyrie, hein. Là, pour le coup, sur ce dossier-là, je remets pas ça sur Kyrie, hein. Pour moi, c'est la direction qui a fait le move qui a déconné, mais écoute, espérons pour les Mavs qu'ils retrouvent l'espèce d'osmose qu'il y avait 2 ans plus tôt et que Kyrie, ça marche bien. Et là, je dirais, bah, bravo, 3 ans pour Kyrie. Si c'est le joueur qu'on connaissait avant qu'il commence à faire quelques dingueries, bah, ok, là c'est bien, mais je l'analyse pas. Je l'analyse comme un joueur qui n'a pas été fiable depuis très longtemps et qui est plus assez fort et dominant dans son registre pour justifier 3 ans de contrat à autant de. Mais bon, écoute, Ouais, au max. Ouais, ouais. Non, surtout, comme tu as dit, il n'y a pas de concurrence. En tout cas, bon, on va terminer là-dessus. On va terminer sur Kyrie et sur les Mavs. On a essayé d'analyser quand même pas mal d'équipes. Évidemment, il y a encore eu un paquet de signatures. De toute façon, aujourd'hui, on est lundi, donc il y aura un podcast. On va aller plus en profondeur sur certaines équipes, sur certains contrats. Je pense que dans les prochains CQFR, on reviendra peut-être aussi sur certaines signatures qu'on a oubliées. Voilà, il y a eu des contrats à plus de 200 millions quand même pour la Melo Ball, la Liberton, ah ouais, putain. Domantas Sabonis, Desmond Bane. Et il y a eu l'inverse avec des rabais de fous comme Westbrook, dont on parlera peut-être cet après-midi aussi. Enfin, Exactement. tu vois l'approche différente selon les joueurs, selon les équipes, mais on en parlera effectivement cet après-midi, je pense. Donc voilà, donc cet après, mais dans les prochains CQFR aussi sans doute. Donc restez connectés toute la semaine, restez branchés sur la chaîne. N'hésitez pas, on continuera de décrypter et d'analyser un peu tout ce qui se fait durant cette free agency. En attendant, écoutez, je vous dis une bonne journée à tous. Ciao.